Je déclare donc la séance ouverte et je vais procéder à l'appel. Donc, Monsieur Xavier Marcot. Présent. Monsieur Claude Avril. Présent. Je suis présent. Monsieur Nicolas Paget. Présent. Monsieur Christophe Régnier-Duval. Présent. Monsieur Thierry Vermeil. Présent. Madame Béatrice Réor. Monsieur Jean-Pierre Fenouil qui a donné pouvoir à Monsieur Paget. Alexandra Cambon. Corinne Martin. Xavier Moureau. Christelle Jablonski. Céline Kramer qui a donné pouvoir à Claude Avril, Claudine Maffre qui est arrivée, Fanny Lozin-Jeudi, Jean-Pierre Blairon, Fabienne Alouis, vous êtes là, Bernard Vaton, Carole Normani, Louis Biscara qui donne pouvoir à Carole Normani, Georges-André Fleury qui donne pouvoir à Carole Normani, Monsieur Martial Kesta qui a donné pouvoir à Monsieur Denis Brunet, Madame Sandrine Clise qui a donné pouvoir à Monsieur Denis Brunet, Monsieur Denis Brunet, Madame Aline Landrin, Claude Bourgeois, Céline Benex. Elle n'a pas donné pouvoir. Elle a eu un heureux événement, donc on la félicite. Ça fait un petit moment maintenant, mais du coup, vous savez qu'on est très attaché à la famille, à Orange, donc on l'excusera sans aucune difficulté, j'en suis sûr. Pierre Marquesto, Joël Eckmayer, Valérie Andrès, Madame Marie-France Laureau, députée qui a donné pouvoir à Madame Catherine Gaspa, Monsieur Patrice Dupont, Monsieur Jonathan Argenson, Monsieur Jean-Pierre Pazero, Marcel Arsac, Catherine Gaspa, Denis Sabon, excuse-moi Denis, Marie-Thérèse Galmard, et le quorum est donc atteint. Je vous propose de désigner Monsieur Jonathan Argenson comme secrétaire de séance. Est-ce que vous êtes bien tous d'accord? À l'unanimité, je vous en remercie. Alors, il est porté à votre connaissance une note d'information relative à la mise à disposition des agents de la ville d'Orange auprès de la communauté de communes du Pays Réuni d'Orange. Vous avez été destinataire de la liste des dernières décisions prises par le président et le bureau sur délégation du Conseil. Y a-t-il des remarques? Pas de remarques. On passe à l'approbation du procès-verbal du 11 avril 2022 dont vous avez été destinataire. Est-ce qu'il y a des remarques? Pas de remarques. On passe au vote. S'il vous plaît. Si, ça marche. Alors, de là, il me manque Monsieur Biscara, Madame Maffre, Monsieur Marquesto, Madame Normani et Madame Réor. Et plus Madame Réor. Ah bon? Appuyez sur le bouton. Madame Maffre, c'est bon. Et vous y êtes arrivé, vous C'est pas du sabotage, je vous promets. Monsieur Brunet, vous y êtes arrivé? Oui. Et voilà, c'est tout bon. Alors, 38 votants, 37 votes, 29 exprimés, 29 pour. Le dossier est adopté, je vous en remercie. Dossier numéro 1, donc modification statutaire de l'EPCI CCPRO, changement de dénomination. Donc comme vous le savez, avant c'était Renouvez, après on est passé en Pays Réuni d'Orange et donc on a souhaité intégrer le Pays d'Orange en Provence parce qu'en termes de référencement, c'est plus simple vis-à-vis d'Internet et en termes d'attractivité du territoire, ça nous semblait quand même aussi dommage au sein du bureau de ne pas faire mention du fait que nous étions en Provence, parce que c'est tout de même le cas, ce qui nous permettra plus tard de faire un marketing territorial qu'on continuera à mettre en avant, et notamment, plus particulièrement, effectivement, l'appellation de Châteauneuf-du-Pape, ainsi qu'y tient, et à juste titre, monsieur le vice-président Claude Avril est maire de Châteauneuf, parce qu'effectivement la plupart de nos communes font partie de l'appellation, mais qu'on a aussi d'autres choses à mettre en avant, et rappeler notre caractère provençal nous semblait tout à fait adéquat. Est-ce qu'il y a des questions, chers collègues? Oui, Madame Alouis, je vous en prie.
Oui, moi je suis un petit peu surprise qu'on statue sur la dénomination de l'EPCI. J'entends vos arguments. Mais en termes d'attractivité du territoire et de rayonnement de notre intercommunalité, j'aurais trouvé plus opportun qu'on réfléchisse sur le territoire de cette intercommunalité. Parce qu'en fait, j'ai toujours pensé que on a un territoire qui ne correspond pas à un bassin de vie et que donc en fait, il aurait été plus logique de raisonner en termes de bassin de vie et donc de redéfinir le territoire de l'intercommunalité avec notre communauté de communes voisines qui englobe Piolenc, Camaret et d'autres communes dans un premier temps, mais je pense qu'on aurait pu aller plus loin et considérer qu'on est une communauté d'agglomération à l'échelle du Haut-Vaucluse en incluant le canton de Bolène. J'ai pu le dire par le passé, donc en fait mes arguments d'hier sont toujours valables aujourd'hui, et en fait on a un découpage qui correspond soit à des obligations de la part de la préfecture en fonction des oppositions d'un certain nombre de maires, et donc en fait oui, le pop, pourquoi pas, mais à ce moment-là, que ça corresponde vraiment à l'entrée en Provence, en fait. Et l'entrée en Provence, c'est le Haut-Vaucluse. Et donc, voilà, donc j'ai pas d'observation particulière à faire sur le terme pop. Je sais que, forcément, puisque à l'époque, quand vous êtes sorti de la communauté des pays renouvaises, pour pas avoir de perturbations administratives au niveau du sigle, on est allé trouver communauté des communes pays réunis d'Orange pour ne pas changer le sigle. Donc, je ne sais pas, est-ce que vous avez évalué les changements que ça peut produire, messieurs les maires? Je ne m'adresse pas simplement au président, je m'adresse à tous les maires. Est-ce que ça peut créer des perturbations administratives pendant un certain temps, certainement? Est-ce que vous y avez réfléchi? Et est-ce que vous avez réfléchi également aussi au rapprochement qui pourrait être fait avec d'autres communes? Merci pour votre attention. Alors, il y a plusieurs questions dans votre question. La première sur l'évaluation, on le fait maintenant parce qu'il faut qu'on le passe avant le 1er janvier et ça laisse le temps à la trésorerie payeur et aux autres institutions de faire les modifications ad hoc qui sont automatiquement. Le but, c'est que ça nous laisse justement assez de temps aussi pour, sur la question des coûts induits, qui est une vraie question hein, que je minimise pas. Ça nous permet de déstocker le papier, si vous me passez l'expression. Après, en termes d'identité, je trouve qu'il y a quand même une identité qui est... Autant c'était un peu plus compliqué avec Sorgues, Bédarite, je serais un peu moins incisif. Sorgues, c'est un peu plus le bassin de vie d'Avignon. Nous, je ne crois pas que nous soyons rattachés au bassin de vie d'Avignon, ou très peu. Donc du coup, en termes de marketing territorial, je pense qu'on se posera la question en bureau d'essayer effectivement de continuer à créer quelque chose, une identité assez forte, même si effectivement on a un certain nombre de pistes assez faciles. Mais la première et la plus identifiable internationalement parlant, c'était la Provence, ce qui me semble assez cohérent. Et finalement, pas si partagé que ça par nos collègues des autres intercos ou agglomérations dans le Vaucluse. Merci beaucoup. Dans le Vaucluse. Donc du coup, c'était un peu dommage que dans le Vaucluse, on ait très peu d'intercos, voire pas, de mémoire, qui parlent effectivement de cette richesse qu'on a de pouvoir être Provence. Alors, sur la question de la forme, avant de parler de la question de la délimitation, sur la question de la forme, vous le savez, la réglementation a changé et les communautés d'agglomération sont devenues extrêmement rigides. C'est-à-dire que pour y entrer, il faut faire des études d'impact et pour en sortir également. Moi, je ne suis pas pour les formes rigides parce qu'il peut y avoir des mésintelligences ou des déplacements de
de majorité politique. Et j'aimerais, alors je l'ai déjà dit ici, hein, donc je n'invente pas la poudre, hein, j'aurais aimé que l'Interco soit une zone sur laquelle la politique partisane, parce que pour moi, faire de la politique, c'est pas un gros mot, mais le côté partisan laisse la place au côté politique, dans le sens noble du terme. Sauf que c'est un peu comme si les poules avaient des dents, c'est impossible. Donc mécaniquement, il faut prendre en sorte les sensibilités politiques des maires qui la composent. Et mécaniquement, plus les sensibilités politiques des maires qui composent une interco sont diverses, voire même antagonistes, plus la gestion politique est délicate. Et il faut aussi le rencontre des volontés pour agrandir la circonférence d'une interco. Sur le papier, oui, je suis assez d'accord avec vous, le bassin de vie orangeois touche Bolène. Je ne suis pas complètement en désaccord avec ça, même au contraire. Je pense effectivement que la CCAOP fait partie du bassin de vie d'Orange. Il faudrait être tout à fait... ce serait absurde que de le nier. Maintenant, il y a une majorité politique à la CCAOP, il y a une autre majorité politique à la CCRLP, et je ne vais pas les forcer de rejoindre l'Interco d'Orange. S'ils ne le souhaitent pas, moi, vous savez, je ne fais pas grand mystère. On parle de périmètre de l'Interco, mais il n'y a pas que le périmètre de l'Interco, il y a un certain nombre d'autres documents ou d'autres institutions qui rentrent en compte. Et puisque je suis entouré de mes deux vice-présidents, on peut parler du SCOT. La CCRLP a fait le choix, à mon avis, complètement fou de rejoindre le SCOT du Sud-Drôme, ce qui est une aberration totale en termes de cohérence politique et de tout ce qui en découle. Mais c'est leur choix. Moi-même, je suis un peu à regret qu'on fasse partie du SCOT du bassin de vie d'Avignon. Je préférerais qu'on ait le nôtre, parce qu'on ne va pas s'en cacher, la plupart du SCOT du bassin de vie d'Avignon est rempli d'élus de la COGA, et s'ils vont ouvrir une zone à destination commerciale ou industrielle, ils vont plutôt le faire sur le territoire de la COGA que sur nos collègues même de la CCSC, qui sont encore une autre coloration politique. Enfin, je parle pour moi, hein, je ne parle pas pour les vice-présidents, hein, ou que la CCAOP. Donc là aussi, il y a un problème de cohérence et une fois encore, une énième feuille du millefeuille administratif qui fait que l'enjeu politique, l'enjeu partisan pour le coup, et là c'est de la partisanerie territoriale, supplante l'intérêt du territoire. Parce que je ne veux pas attaquer mes collègues de la COGA, mais c'est eux la plus grosse zone industrielle et commerciale du Vaucluse à minima. Et je pense qu'ils sont suffisamment servis pour qu'en termes de rationalisation du territoire, on puisse nous aussi, alors là pour le coup je parle même pour mes collègues de la CCAOP et la CCSC, on puisse être un peu distribués. Bon. Mais ça, encore une fois, ça se fait à la rencontre des volontés. On avait essayé de rencontrer le président Julien Merle de la CCAOP il y a 2 ou 3 ans de ça, en lui proposant de créer un SCOT, avoir notre propre SCOT du bassin de vie d'Orange, sachant que la CCRLP ayant déjà décidé de rejoindre le SCOT du Sud-Drôme, c'était difficile de les faire revenir. Mais même là, nos collègues de la CCAOP n'ont pas jugé utile de le faire. Je pense que c'est une erreur, mais je ne peux pas les forcer, tout comme je ne peux pas les forcer de faire un bassin de vie d'Orange. Alors intellectuellement, on est d'accord, mais pratiquement, je ne vais pas aller contre le fait politique, et puis en plus, j'en ai pas les moyens. Voilà. Ce qui en plus m'arrangerait si on fusionnait avec la CCAOP, parce qu'on pourrait remettre à plat les attributions de compensation, et notamment ceux qui en bénéficient largement. Donc c'est vous dire si je serais plutôt intellectuellement pour qu'on élargisse le périmètre. Mais ça, c'est encore une autre question. Est-ce que j'ai répondu à vos questions, Madame Alouis? Je vous en prie. Est-ce qu'il y a d'autres interventions, chers collègues? Non? On passe au vote? Alors, 38 votants, 37 votes, 29 exprimés, 29 pour, 8 abstentions. Le dossier est adopté, je vous en remercie. Dossier numéro 2, élection professionnelle, modalité d'expression des suffrages et d'organisation matérielle. Très concrètement, vous savez qu'en fin d'année, on va avoir les élections professionnelles au sein de nos communes, de notre interco, etc. Et donc, on passe tout simplement, pour des raisons pratiques, au vote électronique, comme le fait la préfecture ou comme le font les juridictions ordinales. Enfin, il y a un certain nombre de scrutins qui sont organisés aussi en préfecture. Parce que, on l'a vu, ça se pousse plus forcément au portillon pour tenir des bureaux de vote et pour faire la scrutation en fin
en fin de scrutin. Donc du coup, on modernise l'outil afin de faciliter l'expression. Je vous rassure par avance, ça a été vu avec les partenaires sociaux qui n'y ont pas vu de difficulté. Mais je suis ouvert à toute question. S'il y a des questions, chers collègues. Non, on passe au vote. Madame Aloui et Madame Maffre, ça n'a pas fonctionné. Non, ah ben c'est bon. Parfait. Alors, 38 votants, 37 votes, 30 exprimés, 30 pour, 7 abstentions. Le dossier est adopté, je vous en remercie. Dossier suivant, révision du tableau des effectifs. Alors, on procède à la création, comme vous l'avez lu, de 3 postes d'adjoint technique, un poste de rédacteur principal de 2e classe et un poste d'agent de maîtrise. Et il nous faut modifier le tableau des effectifs. Est-ce que vous avez des questions? Non? On passe au vote? Pardon, excusez-moi. 38 votants, 37 votes, 37 exprimés, 37 pour. Le dossier est adopté à l'unanimité, je vous en remercie. Dossier numéro 4, régie mise en place d'un bordereau de prix unitaire à partir du 1er juillet 2022. Alors, pour faire très très court, en fait, quand il y a des dégâts sur la voirie causés par des tiers, on fait intervenir les services. Et donc, on veut faire payer aux casseurs ce qui a été le coût de l'intervention des services. Donc, vous avez le bordereau type des interventions qui sont effectuées par le service voirie. Je vais vous faire grâce de la liste. Est-ce que vous avez des questions? Non? On passe au vote? Pardon. Alors, 37 votes, 37 exprimés, 37 pour. Le dossier est adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Et dossier numéro 5, monsieur Nicolas Paget. Merci, bonjour à tous. Le dossier numéro 5 concerne la première décision modificative du budget principal qui est intimement liée à la décision modificative du budget annexe prestations de services que je vous présenterai juste après. Outre des mouvements d'ordre pour 29 000 euros, il s'agit d'une subvention que nous avons sollicitée dans la période Covid et qui nous a été octroyée par l'État pour le budget annexe prestations de services. En lieu et place de l'encaisser sur le budget annexe prestations de services, puisque c'est un budget qui n'a pas vocation à faire de bénéfices, nous avons encaissé cette subvention sur le budget principal. Or, nous avons été retoqués. De fait, nous retirons cette subvention du budget principal. Vous le retrouvez donc en dépenses de fonctionnement, moins 119 861 euros. Vous la retrouverez donc en recettes de fonctionnement au budget annexe prestations de services. Et comme ce budget n'a pas vocation à faire de bénéfices, vous le retrouvez en dépenses du budget de fonctionnement, du budget annexe prestations de services, pour le retrouver en recettes du budget général. Voilà pour cette décision modificative. Est-ce que vous avez des questions? On passe au vote. C'était dans quel cadre? Oui, Covid. Soutien Covid. Le quoi qu'il en coûte. Le quoi qu'il en coûte, je pensais que ça nous ferait rire à nous deux révolutionnaires. Mais non, bon, ça... Madame Aloui, ça marche pas. C'est à vous, il ne manque plus que vous. Eh oui.
Alors, 37 votes, 29 exprimés, 29 pour. Le dossier est adopté. Je vous en remercie. Dossier suivant. Dossier 6, donc décision modificative numéro 1 du budget annexe prestation de services. Je viens de vous l'expliquer. On retrouve cette subvention en recettes et qu'on renvoie en dépenses au budget principal, tout simplement, pour 119 861 €. Est-ce qu'il y a des questions, chers collègues? Non. On passe au vote. Alors, 37 votes, 29 exprimés, 29 pour, 8 abstentions. Le dossier est adopté, je vous en remercie. Dossier suivant. Le dossier 7 concerne donc le transfert d'actifs au budget transport de la ville d'Orange au budget annexe mobilité. C'est une délibération que nous avons d'ores et déjà prise le 27 septembre 2021. Cette délibération annule et remplace donc celle que nous avions prise puisque le patrimoine a été mis à jour, l'actif a été mis à jour et donc nous repassons la délibération. Est-ce qu'il y a des questions, chers collègues? Oui, c'était Oui. quoi qui n'était pas à jour? C'était la liste des biens transférés qui n'était pas conforme? Non. La totalité de la liste des biens était erronée. Ah, d'accord. La somme. Vous voulez prendre la parole, monsieur Latour? Venez. Non? Pour madame Alouis. Non? Allez, venez. On a le temps, ça se passe bien. Bonjour. Il y a eu simplement en fait une erreur d'addition dans le fichier Excel qui a servi à déterminer la liste des biens. La liste des biens ne varie pas, elle est absolument identique. C'est la totalisation qui était erronée. Voilà, c'est pour ça qu'il a fallu la reprendre. Merci. Problème d'informatique. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? On passe au vote. « 37 votes, 29 exprimés, 29 pour, 8 abstentions. Le dossier est adopté, je vous en remercie. Dossier numéro 8, monsieur Claude Avril. Bonjour tout le monde. Considérant, vous le savez, depuis le 26 juin 2006, la CCPRO, nous avons institué une taxe de séjour au réel afin d'assurer le financement de son office intercommunal de tourisme. Il y a également prévu, de par la loi, une taxe additionnelle, comme toujours, de 10% en faveur du conseil des... Ça a bugué, pardon. Une taxe additionnelle de 10% en faveur du conseil départemental de Vaucluse. Ce tarif est fixé pour chaque nature et pour chaque catégorie d'hébergement par personne et par nuitée. On vous propose donc les tarifs de cette année, qui doivent être donc arrêtés avant le 1er juillet de l'année, qui tiennent compte de la variation du taux, vous savez, d'indice de la consommation, avec des tarifs réactualisés. Voilà, vous les avez 6 juin, il vous est donc demandé d'approuver ces tarifs, de rappeler que les plateformes, ce que je vous rappelle, de réservation entre particuliers sont tenus de collecter la taxe de séjour pour le compte de la CCPRO dès lors qu'elles sont intermédiaires de paiement, ce qui se fait pas mal. Problème. Ça se fait assez bien. De dire que la taxe de séjour est recouvrée par la CCPRO pour le compte de son EPIC, donc l'Office de tourisme du Pays Réuni d'Orange et du Conseil départemental de Vaucluse. Dire que la CCPRO verse intégralement les sommes perçues à l'OTPRO et au département et d'autoriser Monsieur le Président à signer tout acte se rapportant à la présente délibération. Est-ce qu'il y a des questions, chers collègues? Non? On passe au vote. Alors, 37 votes, 37 exprimés, 37 pour. Le dossier est adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Dossier numéro 9, monsieur Christophe Régnier-Duval. Messieurs, dames, bonjour. Vous avez pu prendre connaissance du rapport d'activité des services de transport d'Orange, TCVO. Comme à votre connaissance, vous savez que depuis le 1er juillet, c'est une compétence CCPRO dont j'ai en charge.
On peut voir que les résultats de l'exercice 2021, une progression de 28% de la fréquentation. Bon, il faut dire qu'on partait de loin parce qu'on a vécu le pire en 2020. Actuellement, nos résultats sur le premier trimestre de 2022, on commence à revenir sur des chiffres de 2019. Voilà. Après, on a 17% de recettes supplémentaires et on commence à avoir différents abonnements, une augmentation des abonnements. Voilà ce que j'avais à vous dire. Nous allons moderniser aussi la billetterie des transports dès le mois de septembre en mettant à disposition des abonnés une application UBI où ils pourront suivre en direct leur bus et prendre des tickets jour. Voilà ce que j'avais à vous dire concernant ceci. Y a-t-il des questions? Oui, Madame Aloui. Oui, vous avez dit qu'on partait de loin, on partait même de très loin. Je constate qu'il y a une hausse nouvelle par rapport à 2020, mais en même temps, compte tenu de la baisse importante qu'il y avait eu en 2020 par rapport au Covid, on n'a pas encore vraiment retrouvé les chiffres de 2019. Mais quand je parle de très loin, je ne parle pas simplement de cette période, je parle sur le fait que s'il y a eu des améliorations significatives du réseau de transport, c'est depuis que la ville d'Orange a été obligée d'avoir un budget annexe transport. Et donc, en fait, depuis que la taxe transport a réellement été utilisée à des fins de transport, et pas pour faire des trottoirs, des ronds-points. Et c'est la vérité. Je pense que vous perdez la mémoire, Madame Aloui, parce que vous nous l'avez déjà dit au moins 675 fois. Non, attendez. Moi, je suis un peu inquiet que vous répétiez comme ça. Vous inquiétez pas pour mon cerveau, vous inquiétez pas. Je l'ai refait à neuf il n'y a pas longtemps. Ah bon, bah alors, du coup, vous ne devriez plus avoir de trop de mémoire. Voilà. Mais en fait, vos collègues commencent à s'exaspérer. Je pourrais leur montrer les photos pour leur montrer l'état d'abandon dans lequel était le réseau de transport de la ville d'Orange il y a encore quelques années. Oui, alors attendez. Vous l'avez déjà dit, Madame Aloui. Je vous l'ai déjà dit. Est-ce que je peux Je veux juste intervenir, attendez, est-ce que je peux vous parlez du passé, là, aujourd'hui. C'est une compétence CCPRO. Je vous présente le bilan de l'exercice 2021. Ne vous inquiétez pas. Moi, je ne veux pas revenir sur le passé. Est-ce que vous me laissez terminer mon intervention? Ce sera plus simple. Mais on l'a déjà entendu, Madame Aloui. Vous ne savez pas ce que je vais vous dire, alors laissez-moi parler. Parce que vous l'avez déjà dit 576 fois. Alors, j'ai fait remarquer que nous avions fait des progrès, mais si on veut atteindre le rythme que devrait atteindre un réseau de transport pour une ville comme Orange, si on veut que ce réseau joue un rôle dans la transition écologique, là actuellement il est mentionné que pour certaines lignes on est passé à une demi-heure de cadencement aux heures de pointe. Donc je ne suis pas en train de me répéter là, je suis en train de lire ce que vous avez écrit dans le compte rendu. Mais quand vous prenez certaines autres lignes, il faut attendre souvent 1 heure pour prendre le bus suivant. Et la difficulté d'un réseau pour répondre efficacement aux besoins des usagers, il faudrait une offre de cadencement qui soit beaucoup plus importante en fait. Parce que si vous arriviez à passer à 20 minutes sur les lignes au moment des heures de pointe, et si ceux qui actuellement, par exemple, si vous prenez le bus pour aller à l'hôpital, et moi je l'ai pris à plusieurs reprises, si vous avez loupé un, il faut attendre 1 heure. Hein. Donc, excusez-moi, mais en 1 heure, on y est rendu à pied. Hein. Donc, ce qui veut dire que quand on peut aller à pied en un temps inférieur au délai d'attente, toutes les études sur les transports vous montrent que les horaires ne sont pas adaptés. Et donc, en fait, je vous demande de réfléchir sur les horaires de cadencement pour améliorer le service rendu. Voilà. Donc, en fait, c'est sûr que si on n'avait pas trimballé le passé, aujourd'hui, peut-être qu'on serait plus efficace en matière de cadencement. Alors, chère madame, comme vous le savez, mais je vous l'ai déjà dit plusieurs fois,
D'une part, si c'est pour faire comme le fait, alors je ne veux pas être méchant avec nos collègues de la ville d'Avignon, mais avoir un réseau Orizo qui est complètement vide, alors certes, il est là tous les 5 minutes, mais il est vide, il pollue. Et vous pouvez dire que c'est faux, c'est ce que tous les Avignonnais disent. Donc, c'est pas en faisant circuler pour la transition écologique, comme vous le dites, même si c'est pas ça qui réduira ce que pollue la Chine, les États-Unis ou l'Inde, ou etc. Quand même, faut quand même pas délirer. C'est pas en faisant plus de trajets qu'on va économiser, qu'on va réduire la fracture carbone, comme on dit. Et j'ajoute aussi, mais je vous l'ai déjà dit, et comme le disait mon premier vice-président, c'est que pour une raison qu'on ignore toujours, on ne perçoit toujours pas ce qu'on devrait percevoir, ce qu'on avait projeté de percevoir avec le budget annexe. On reçoit des notifications de la part de l'URSSAF, va te débrouiller avec ce que c'est, avec URSSAF Val-de-Marne, débrouille-toi avec ça, voilà, tant d'euros, machin. Bon. Il y a des fonctionnaires compétents, ils vont réussir à trouver le problème. Hein. Non, parce que ça vient de la fonction publique d'État qui a été largement détruite par les gens que vous avez aidé à placer au pouvoir, Madame Alouille, et notamment François Hollande. Donc du coup, ça, j'y peux pas grand-chose. Madame Normani, est-ce que vous avez une question? Oui, alors effectivement, il y a eu quelques progrès sur le réseau pour la ville d'Orange, mais je pense qu'on est encore loin d'avoir une vraie politique de réseau de transport en commun. Avec l'augmentation des prix du carburant, des problèmes de budget de déplacement pour les familles, de la pollution liée à l'usage d'une voiture non partagée dans toutes les ruralités, hein, c'est pas unique à Orange. Donc, mais c'est vraiment tout le schéma directeur de développement des déplacements qu'il faudrait revoir, moi, à mon sens. Et le rapport montre bien effectivement des besoins croissants en termes de transport en commun pour nos concitoyens de la CCPRO. Donc je pense qu'il faudrait vraiment avoir une politique plus ambitieuse et pour se donner les moyens, je pense qu'il est important, vous allez me dire que je me répète, mais de restituer dans le budget du transport ces 3 millions versés au budget principal de la ville d'Orange pour aider justement à la construction d'une vraie politique de transport en commun sur l'ensemble de l'intercommunalité. Alors, effectivement, vous répétez, mais ça, c'est le genre de choses que je préfère que vous répétiez, parce que ça continue de vous décrédibiliser vis-à-vis des Orangeois. Donc, moi, il n'y a pas de problème. Ça, vous pouvez le répéter tant de fois que vous voulez. Il n'y a pas de difficulté. Après, il faut bien que vous compreniez on ne veut pas faire comme Avignon, c'est-à-dire qu'on veut que les gens puissent prendre leur voiture à Orange. C'est extrêmement important que ça, que vous le saisissiez bien. Donc qu'il y ait une offre, comme on le fait depuis un certain nombre d'années en été pour permettre aux gens de venir, etc., qu'il y ait une offre ponctuelle aussi sur un réseau, c'est une chose, mais on ne veut pas chasser la voiture. Ça, que ce soit très clair. Voilà. Oui, si vous pouviez redire qu'il faut mettre 3 millions d'euros, parce que vous avez interrogé monsieur le sous-préfet qui vous a renvoyé dans vos pénates aussi d'ailleurs. Donc, je demandais juste une question de légalité, donc effectivement c'est légal. Donc, mais vous avez bien fait, il faut se ridiculiser jusqu'à la préfecture, c'est important. Je fais non, parce que je vérifie quand même les choses avant de les dire. Donc aujourd'hui, effectivement, ce que vous avez fait est légal. Par contre, il pénalise fortement le budget transport de 3 millions d'euros, ce qui n'est pas quand même une paille. Et d'autre part, je pense que tous les acteurs orangeois, les concitoyens orangeois sont concernés par les transports en commun. Il ne s'agit pas d'un sujet, il ne s'agit pas d'enlever quelque chose aux orangeois. Il s'agit de leur apporter un service en plus. Donc quand vous dites que je ne me préoccupe pas des orangeois et que je veux bannir la voiture d'Orange, c'est complètement faux. C'est vous qui faites de l'idéologie. Moi, je suis très pragmatique. J'ai des enfants qui circulent notamment sur Orange et qui, pour se rendre du lycée à leurs activités, ne trouvent pas à avoir de bus suffisamment fréquemment sur les grands axes. Donc voilà, c'est vraiment une question de praticité pour tous les Orangeois et y compris pour les villages qui viennent effectivement vivre à Orange, étudier à Orange, travailler à Orange. Ça serait quand même un service rendu à l'ensemble des concitoyens. Je pense que c'est important d'être réaliste. Plutôt que, je termine juste... Non mais c'est bon, vous avez terminé. Je pense que c'est important d'être réaliste. Si vous avez la recette pour arriver à faire des... Alors si, il y en a qui savent le faire, c'est Emmanuel Macron ou les socialistes, ils savent dépenser sans compter et sans avoir l'argent. Ça, c'est une école qui a mené ce pays à sa ruine. Nous, on fait avec les moyens qu'on a. Et encore une fois, je vais vous répondre une énième fois, mais c'est très bien que vous le répétiez parce que ça va me permettre encore une fois
de pointer votre hypocrisie et votre mépris envers les Orangeois. Ce sont les Orangeois qui ont payé pour 3 millions d'euros. Ce sont les Orangeois qui mettent sous perfusion un certain nombre de communes dans cette interco. Et Jonquière, je vais la citer quand même. Et donc, du coup, ça n'est pas, une fois encore, aux Orangeois ou aux courtisonnés de payer pour les Jonquiérois. Voilà, c'est tout. Vous voulez le comprendre ou vous ne voulez pas le comprendre, c'est pas mon problème. Madame Alouis, vous aviez encore quelque chose à dire? Ou pas? Non? On passe au vote? Allez, on passe au vote. Ah ben... Allez, allez-y, Madame Alouis, c'est pour vous. Dans les perspectives, donc il est mentionné un service de transport à la demande depuis les communes périphériques de la CCPRO vers la ville d'Orange. C'est une suggestion du délégataire. Un dispositif de vélo en libre service, une offre de covoiturage depuis les principaux parkings relais du territoire. Alors, moi, ces trois points importants. Je voudrais savoir comment les maires, autres que celui d'Orange, conçoivent la politique de transport, puisque donc ils sont soumis maintenant à la taxe transport. Donc comment ils conçoivent un développement du service mobilité en fait. Deuxièmement, je trouve que le dispositif de vélo en libre service, ça peut être quelque chose d'intéressant, d'autant qu'on va avoir maintenant une gare complètement rénovée. Et donc, en fait, je pense que ça serait intéressant qu'on puisse développer ce dispositif. Ensuite, on a acheté, au niveau de la ville d'Orange, des terrains, non, on a vendu, excusez-moi, des terrains, dans la perspective de faire des aménagements de parking pour le covoiturage. Je voudrais savoir où ça en est, en fait. C'est une bonne question. En plus, on les a vendus il y a assez longtemps à Vinci pour l'aménagement qui est juste derrière, juste là-bas. Oui, c'est ça. Et oui, on attend. Ça devrait pas tarder. Ben, en même temps, si vous... C'est-à-dire combien de temps pas tarder? À la rentrée. À la rentrée, sur les travaux là, commenceraient c'est à la entre rentrée. les mains de Vinci, on les rétro... Non, mais je sais que c'est pas vous, mais ouais. En même temps, c'est quand même de votre responsabilité de vous informer. J'assume tout, de Clovis au comité de salut public, comme disait Napoléon. Pour Clovis, on savait pour Clovis, on savait. Voilà. Bah oui. Jusqu'à Emmanuel Macron, j'assume tout. Vous imaginez, c'est dire si je suis capable d'assumer des trucs quand même. Voilà. C'est pas de gaieté de cœur, hein, donc bon. Voilà. Ok, merci beaucoup, Madame Alouis. Les vélos. Et les communes, les villages de la... Alors, je vais répondre sur les villages. Le transport à la demande, après réflexion et discussion entre maires, on n'en a pas besoin parce qu'on peut constater que quand même il y a le réseau ZOO de la région. Exemple, Courthézon-Orange, 21 allers-retours par jour. Jonquière-Orange, 18 allers-retours par jour. Et Châteauneuf-du-Pape et Caderousse, 6 allers-retours par jour. Donc aujourd'hui, on est assez desservi, on ne va pas remettre des bus supplémentaires sur les routes, vous connaissez les conséquences. En ce qui concerne les vélos, pour le moment, on ne va pas mettre en place ceci, et par contre, en ce qui concerne le covoiturage, comme vient de vous dire le Président, il y a l'aire de covoiturage de Vinci qui devrait arriver au courant du mois de septembre, et on réfléchit au niveau de la mobilité, ce n'est pas le transport. C'est vraiment la compétence mobilité pour mettre en place différents outils pour les usagers. D'accord, merci. Le vélo, c'est plutôt aussi une bonne idée. On est tous d'accord là-dessus. D'ailleurs, les investissements se font essentiellement en VRD, on vous l'a déjà dit, mais on a déjà commandé un certain nombre de racks à vélo, ne serait-ce que ça, pour chacune des 48. 48. Pour les communes, 48 racks à vélo. Ouais, 15 000 euros, déjà. Non, mais parce que vous savez, c'est compliqué pour garer son vélo en ville. Tout à fait. Non, mais 48 racks à vélo ont été commandés et on devrait les recevoir au courant du mois de juillet. Parce que si on veut pouvoir l'attacher pour ne pas se le faire piquer, c'est un peu... Vous avez des pratiques douteuses, madame. Non, je vous charrie. Oui, pas de problème. Non, mais ça marche. Monsieur Brunet, vous vouliez prendre la parole. Oui, Monsieur le Président, merci. Monsieur le Président, moi, une fois de plus, vos propos me choquent. En tenant compte de Jonquière, à chaque fois, vous dites donc Jonquière, la commune la plus pauvre, profite honteusement en fait des budgets des autres communes. Je comprends pas ça. Or, on est 5 communes, il y en aura forcément une qui a toujours moins de moyens que les autres. Donc si c'est pas Jonquière, ça serait Châteauneuf ou Caderousse ou Courthézon ou vous ou Orange.
Donc, je pense que vous l'avez dit et assez dit, et tout le monde l'a compris, on n'a pas forcément les mêmes moyens que les autres communes, mais en ayant 5 communes et en étant une communauté des communes, il y en aura toujours une qui a plus de moyens et une qui en a moins. Donc, pour moi, c'est insultant et calomnieux. Voilà, je tenais simplement à vous le dire. Monsieur Brunet, le problème, c'est que votre collectivité coûte effectivement à l'Interco. Alors, c'est pas du tout contre les Jonquiérois, mais c'est un peu effectivement contre la gestion de Jonquière. Elle coûte 1,4 million chaque année à cette Interco. Entre le déficit que vous coûtez et ce qu'on comble et ce qu'on vous reverse en attribution de compensation. Moi, ce qui me choque plutôt, c'est à quel point, effectivement, vous êtes sous intraveineuse des collectivités dans des proportions qui sont démesurées. Prenez, si vous vous sentez si solide, en plus, vous avez la gestion de cette collectivité depuis au moins 89. Alors, je parle de vous, je parle de votre majorité. Et le problème, c'est qu'en plus de quasiment 30 ans de gestion, vous êtes obligé d'être sous intraveineuse de l'Interco pour pouvoir clôturer le budget. Ou alors, si vous trouvez ça insultant, il n'y a pas de problème. Les communes remettons ensemble les attributions de compensation à jour. Courthézon et Orange vous enlèveront ce que vous percevrez et on verra si vous arrivez à clôturer votre budget, si vous trouvez ça insultant. Sous intraveineuse, on n'est pas la seule à être sous intraveineuse. C'est-à-dire que vos collègues redressent leur compte public en revanche, ce qui n'est pas forcément le cas de Jonquière. Je suis désolé, vous me faites rentrer dans le vif du sujet, mais j'ai à ma droite un collègue qui a dû récupérer une situation financière catastrophique d'un maire qui avait été, on ne va pas rentrer dans les détails, parce que oui, voilà, mais il y en a qui arrivent à redresser leur budget, qui arrivent à le clôturer, puis il y en a d'autres qui sont sous, voilà. On passe au vote. Toi ? Merci Madame Mapp. Alors, 37 votes, 30 exprimés, 30 pour, 7 abstentions. Le dossier est adopté. Je vous en remercie. Dossier suivant, Monsieur Vermeil. Bien, bonjour à tous. Il s'agit dans ce rapport d'apporter des modifications quant au permis de louer. Considérant que les demandeurs seront exemptés de l'acquittement de la somme demandée dans les cas suivants. Si une nouvelle demande d'autorisation préalable de mise en location est déposée moins d'1 an après la délivrance de la précédente autorisation, compte tenu d'un changement de locataire. Si une nouvelle demande d'autorisation préalable de mise en location est déposée suite à un refus d'autorisation de mise en location et après vérification de la bonne réalisation des travaux exigés. Troisième cas, lors d'une déclaration de transfert de l'autorisation préalable de mise en location de logement. Cette exemption concerne uniquement l'acquittement de la somme de 70 €, mais n'exempte pas le demandeur de procéder au dépôt de sa demande d'autorisation préalable de mise en location. En clair, donc, le bailleur redéposera son CERFA, mais il ne sera pas facturé. Est-ce qu'il y a des questions, chers collègues? Oui. Oui. Qui vous voulez? Allez-y, Madame Alouis. C'est quand même, heureusement que vous en êtes rendu compte qu'il y avait cet abus. En fait, je ne sais pas si on vous l'a fait remarquer ou si vous en êtes rendu compte tout seul. Parce que lors du conseil communautaire où ce dossier avait été exposé, c'était un des points que j'avais soulevé. Donc en fait, moi j'avais dit à l'époque que c'était très très important d'intervenir pour résorber l'habitat insalubre, pour avoir effectivement, pour mettre entre guillemets, pour demander aux mauvais propriétaires entre guillemets de s'acquitter de leurs obligations vis-à-vis de leurs biens immobiliers et puis vis-à-vis des locataires. Mais en même temps, il y avait quand même une façon de faire avec les propriétaires. Je trouvais que vous alliez un peu loin quand même. Donc en fait, finalement, ces modifications vont atténuer quelque chose qui aurait dû être logique au départ. C'est des éléments qui n'avaient pas été précisés dans la première délibération. C'est pour ça qu'on apporte des éléments complémentaires à ce dossier. Merci. Oui, Madame Normani.
Oui, nous sommes pour le principe de lutter contre l'habitat insalubre. Cependant, nous nous abstenons sur votre délibération. En effet, nous pensons que cette mesure risque de pénaliser les propriétaires qui, en grande majorité, quand même, il faut le reconnaître, mettent à la vente des biens salubres. Est-ce qu'il ne serait pas juridiquement possible de mettre une durée de validité plus longue sur le permis de louer, 6, 8 ans par exemple, et pour des locataires qui sont déjà en place dans les logements insalubres, eux, et qui ne peuvent pas les quitter du fait de peut-être des problèmes financiers, est-ce qu'ils ne pourraient pas avoir la possibilité de solliciter une visite de l'organisme afin de contraindre le propriétaire à faire les travaux nécessaires? Nous voudrions également savoir à quel coût par an pour la communauté de communes vous avez évalué ce dispositif, car il revient, si les chiffres sont bons de ce que vous avez donné la dernière fois, à 230 € par diagnostic pour la communauté de communes. Enfin, pouvez-vous nous donner le détail des points de contrôle qui seront effectués et quels sont les critères qui déclencheront un refus? Alors, je verrai. Allez-y, Mme Aloui. Moi, je suis assez surprise. Là c'est moi qui suis surprise par l'intervention de Mme Normani, parce que la dernière fois, j'étais toute seule à intervenir. On aurait dit que j'étais une extraterrestre. Absolument, cher camarade. Et en fait, aujourd'hui, cette délibération qui atténue la première, d'un coup, vous la trouvez mauvaise, en fait. Alors moi, je ne sais pas comment... Ouais, je suis d'accord avec Madame Aloui. Je ne la trouve pas mauvaise. Moi, je me suis abstenue la première fois et là, je complète mon abstention par des questions. Je vois pas où est le problème. J'ai totalement sur le dossier de... pose des questions. Est-ce que c'est possible de poser des questions dans cette assemblée? Ah non, mais j'ai le droit de m'étonner, en fait, parce que c'était un dossier... J'ai le droit de poser des questions, quand même. Non, mais je continue maintenant, parce qu'en fait, la dernière fois... Allez-y, je vous en prie, Madame Aloui. J'avais signalé, Monsieur Vermeil, que ce qui me posait problème, c'était la façon dont vous délimitiez le territoire, et qu'en fait, il valait mieux axer, comme l'a dit Madame Normani, qu'il y a certaines zones insalubres sur lesquelles on pouvait intervenir. Vous m'avez répondu que vous ne vouliez pas faire des zones plus limitées parce que vous ne vouliez pas stigmatiser, je reprends vos propos, mais par contre, la façon dont vous êtes... Bon, c'est bon, hein. La façon dont vous avez procédé... Défendez-vous, Madame Aloui, je suis avec vous. La façon dont vous avez procédé fait qu'aujourd'hui, il y a des zones insalubres qui ne sont pas couvertes par la délimitation que vous avez fixée. Tout à fait. Alors, il y a quelques immeubles dans le quartier de Fourchevieille qui mériteraient de faire l'objet de procédures et qui ne sont pas délimités territorialement, alors qu'elles auraient dû être délimitées territorialement. Alors, les délimitations de zones, donc sur les deux communes d'Orange et Caderousse, ont été donc déterminées, bien sûr, en bureau en accord avec les maires, sachant que c'est des dossiers qui restent vivants. Ces périmètres peuvent évoluer vers d'autres secteurs ou se restreindre. Ce n'est pas quelque chose qui est figé dans le temps. Oui, mais comme vient de le dire justement Madame Normani... Non, là, vous me décevez. 6 mois après, mais... Voilà, la révolution aurait duré 5 minutes. 6 mois après, mais il n'est jamais trop tard pour bien dire, il y a aujourd'hui des bons propriétaires qui sont pénalisés par la procédure. Ça m'aurait fait plaisir de l'entendre de toute l'opposition. On peut difficilement, comment dirais-je, cibler des points très précis. On cible des secteurs géographiques, et dans ce secteur géographique, eh bien, on applique les permis de louer, sachant qu'aujourd'hui, on a à peu près une quinzaine de dossiers qui ont été déposés, c'est quand même peu finalement. 4 rapports ont été rendus, eh bien 3 sur les 4 ont des rapports avec des remarques. Et pourtant, ce ne sont pas des logements insalubres, mais ce sont des logements sur lesquels des points de sécurité n'étaient pas conformes pour une mise en location. Il n'y en a que 15 qui ont été déposés. Actuellement, oui. Parce que normalement, votre procédure, elle démarrait au 1er juillet. 1er juin. À 1er juin, d'accord. Donc, ce qui veut dire qu'il y a simplement 15 demandes pour des nouveaux locataires, en fait, ou pour des ventes. Pour des bailleurs qui vont avoir un changement de locataire ou qui vont louer un logement pour une première fois. D'accord. Oui. Ah, mais 15 quand même depuis le 1er juin, c'est pas mal. Hein. Merci. Merci, camarade. On passe au vote ? C'est bon, hein, ça va. Hein. Non, mais c'est sincère en plus. Et donc, je n'ai pas droit à des réponses à mes questions. Mais si, vous avez droit à des réponses à vos questions. Est-ce que vous avez droit à des réponses à... Allez, allez-y. Le permis de louer a une durée de validité de 2 ans. C'est-à-dire qu'un bailleur qui demande un permis de louer et qui ne loue pas son bien immédiatement, son permis reste valable 2 ans.
Je vous ai demandé si juridiquement c'était possible de revoir cette date de validité. La loi, on ne peut pas modifier la loi, hein, ça ne nous appartient pas là. C'est la question. Est-ce que la loi impose une durée de validité de 2 ans? Oui. La loi, est-ce que vous pouvez me la fournir? Elle est sur Internet, mais on peut vous la fournir. Oui, s'il vous plaît. Non, très concrètement, je pense qu'il y a un Et les intérêt... autres questions Pardon? Ah oui, les autres questions. Fabienne avait répondu, cela dit. Hein. Madame Alouis. Le prix Moi, je vous appelle Monsieur Bompard. C'est vrai, c'est vrai. Non, mais j'ai eu un élan de, Yann, c'est mon frère, de révolution. mais je C'est vous vrai appelle pas Yann, voilà. C'est un beau prénom. Bon, on n'arrivera jamais à s'entendre. Pardon, excuse-moi Thierry, je t'ai dissipé. Mais j'ai eu un élan de... Il faut savoir qu'on fournit un guide à toutes les personnes qui déposent un dossier. Un guide qui leur permet de vérifier tout ça, de savoir ce qu'ils doivent faire pour être aux normes. Est-ce qu'on pourrait être destinataire de ce livre, s'il vous plaît? On vous l'enverra par mail. Oui, tout à fait. Si le président n'y va pas Oui, répondre. oui, bien sûr, non, mais c'est passionnant. Voilà. Très concrètement, il faut bien comprendre ce qui nous anime. En un an, si on a un mauvais locataire, on peut effectivement avoir des problèmes. Soyons très concrets. Le but, il est justement, la plupart, effectivement, je reprends les propos de tout le monde, opposition compris, la plupart des propriétaires respectent la réglementation. Il y a une limite, c'est que la réglementation évolue aussi en termes de sécurité, d'électricité, etc. Et donc, c'est pas plus mal quand même pour la sécurité des personnes qu'on puisse avoir la collectivité qui vient à côté pour dire qu'il faut faire telle ou telle amélioration. Bon. Maintenant, moi, je préfère trop de contrôle plutôt que pas assez. Et soyons très clairs, on voit très bien que dans l'hypercentre, on a un certain nombre de zones qui sont pénibles, mais ce n'est pas tant les propriétaires bailleurs qu'on vise, qui pour la plupart respectent la réglementation et sont soucieux du parc de leur patrimoine. Ce n'est pas du tout ça le problème. Le problème, encore une fois, je vous le répète, c'est qu'on a un certain nombre de points noirs qu'on a clairement identifiés et contre lesquels on veut effectivement faire la chasse parce que c'est des réseaux plus ou moins obscurs qui nuisent à la revitalisation du centre-ville qu'on est en train de porter. Donc effectivement, voilà, c'est ce qui nous motive. On passe au vote? Je vais finir de répondre, si tu veux bien. Oui, Thierry, mais je t'en prie. Concernant le prix, donc la première visite, 300 €. S'il y a une contre-visite, c'est 150 €, ce qui fait donc 450 € en cas de contre-visite, bien sûr. Et il n'est facturé au bailleur que 70 €. S'il vous plaît. Ma question, c'était pas ça. C'est avez-vous évalué le nombre de mises en location annuelles pour voir combien ça va coûter à la communauté de communes? Parce que quand on déclenche un procédé... Excusez-moi, Madame Normani, mais comment vous voulez qu'on le prévoie? Vous pouvez quand même aller faire une enquête, consulter pour savoir Pourquoi? à peu près les rotations Là, qui existent. on retrouve une soviétisation du débat que Madame Alouis devrait sans doute trouver. C'est juste de la prévision budgétaire. On va pas aller demander au service d'aller taper aux portes. Bonjour, est-ce que vous avez prévu de vous louer votre logement? Non, c'est pas du tout ça. Vous pouvez consulter les agences immobilières pour voir à peu près combien de biens sont mis en location. Mais même eux ne savent pas ce qu'il y a. En plus, j'attire votre attention sur le fait qu'on a plutôt un parc immobilier saturé dans le bon sens du terme. Donc vous travaillez à l'aveugle, sans prévisionnel, sans budget prévisionnel. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais si non, mais vous avez cru comprendre que les chiffres, c'était pas votre truc. Après, mais là, si vraiment, vous vous ennuyez dans la vie et que, outre les factures des collectivités, vous voulez également aller taper aux portes ou faire missi dominici pour dire bonjour madame, bonjour monsieur, est-ce que vous louez votre logement à titre gratuit, on ne vous empêchera pas de le faire, il n'y a aucune difficulté. On vote? Alors, il y a... Non, mais Thierry, c'est bon, on peut s'en sortir là. C'est très passionnant, mais bon, au bout d'un moment... Allez, la dernière. Non, Jean-Pierre veut pas en plus, hein. Je veux pas balancer, mais... Allez, allez-y. Je peux parler ou pas? Oui. Ah, vous parlez sur Madame Alouis, là je ressens une deuxième bastonnade, là ça va être... Je voudrais Après vous allez appeler à voter pour elle au deuxième tour quand même, Madame Alouis. Je voudrais simplement savoir si effectivement des locataires peuvent saisir l'organisme pour eux pouvoir effectuer un... De mémoire, mais là il me semble que non, c'est tout le problème d'ailleurs. Je sais pas, Lucie, vous savez ou pas? Ils peuvent le faire? De mémoire, c'est ce que je vous ai... Ils peuvent? Même s'ils ne sont pas dans le permis de louer, ils peuvent saisir s'ils... Oui, mais ils ne doivent pas saisir l'ANA normalement? Non, ils saisissent soit la DIL, soit, oui, c'est ça. la DDT. Oui, mais ils ne saisissent pas... Non, ce que demande Madame Normani, c'est ce qu'ils ont le droit de saisir notre service. Ils peuvent aussi, on fera le relais. Mais on n'aura pas le droit de visiter. Non, voilà. On verra les services. C'était ça votre question, en fait. C'est tout le problème, c'est pour ça qu'on fait... Voilà.
mais je crois que je l'avais dit déjà. C'est pourquoi on fait un contrôle a priori. C'est parce que le contrôle a posteriori n'est pas fait par nous. Il est fait par l'ADIL, l'ANA, etc. Et je vous l'avais déjà dit, la procédure est extrêmement pénible parce que les gens qui se plaignent d'être dans un logement insalubre, et Dieu sait si j'ai dû en recevoir, une fois qu'ils ont déposé une sorte de plainte, ils sont bloqués et ils doivent attendre ils doivent rester dans leur logement insalubre pour que la plainte mène au bout. Ce qui fait qu'on n'arrive pas, la plupart des communes, c'est pas qu'Orange, n'arrive pas à lutter contre l'habitat indigne parce que pour qu'on puisse lutter contre l'habitat indigne, il faut que le locataire qui se plaint de son propriétaire reste jusqu'à ce que la justice dise oui ou non le logement est insalubre. Donc c'est pour ça qu'on fait un contrôle a priori. Oui, Madame Aloui. Oui, et je suis d'accord avec vous, les procédures sont très longues. Trop longues. Et c'est pour ça que la loi Allure, elle permettait de trouver des solutions pour lutter plus efficacement contre l'habitat insalubre. Moi, je n'étais pas contre le dispositif. Et donc, en fait, dans les procédures qui sont mises en œuvre, je trouve que certaines sont parfaitement justifiées. Mais moi, ce que j'aimerais, c'est que, par exemple, l'année prochaine, au bout d'un an, on puisse avoir un compte-rendu d'activité. Parce que là, vous nous parlez de 15 demandes pour 20 jours. Ce qui serait bien, c'est de voir à l'usage, parce que moi, ce que je ne trouve pas normal, c'est qu'on inclut des zones dans lesquelles il n'y a pas de problème d'insalubrité. Vous avez par exemple choisi, moi je suis propriétaire d'un appartement dans une résidence qui a été construite... La propriété c'est le vol, disait un célèbre auteur révolutionnaire aussi. Il y a une résidence où vous avez 2 ou 3 immeubles qui ont été construits en même temps. Vous avez décidé que un immeuble serait dans la zone concernée par les procédures et les 2 autres ne seraient pas concernés. C'est un peu bizarre comme truc. Il faut bien une limite. Et donc, pardon, je croyais que vous aviez... Oui, c'est tout à fait fantaisiste comme limite. Et vous avez des immeubles comme l'immeuble Provence, l'immeuble Vivarais ou l'immeuble Balzac. Ces 3 immeubles qui devraient être concernés par la procédure, elles ne sont pas dans les délimitations. Donc ce qui serait bien, c'est qu'au bout d'un an, on puisse vérifier l'efficacité du dispositif que vous avez mis en œuvre. Alors, effectivement, Madame Fayolle me dit qu'on fera un compte-rendu, ça me semble être une bonne idée. Je reviens quand même sur la question du périmètre. Le périmètre qu'on a arrêté, c'est celui qu'on a arrêté aussi pour l'ORT, pour l'opération de revitalisation des territoires. C'est le périmètre qui va être... Alors je parle pour Orange, je ne peux pas parler pour Caderousse. C'est le périmètre aussi qui va être délimité pour le site patrimonial remarquable. Et c'est le périmètre sur lequel, mais ça on verra ça en conseil municipal, je ne vais pas embêter nos collègues des autres mairies, on fera, je pense, on élargira aussi l'opération façade. Mais pourquoi? Parce que justement, il ne peut pas y avoir que le bâton, il faut aussi qu'il y ait la carotte. Mais c'est pour ça que sur ce périmètre-là, on s'est arrêté sur ce qu'on avait arrêté en termes et qui pouvait être aussi permettre aux propriétaires d'avoir un certain nombre de subventions. Voilà. Allez, on finit le vote, chers collègues. Alors, 38 votants, 37 votes, 29 exprimés, 29 pour, 8 abstentions. Le dossier est adopté. Je vous en remercie. Dossier numéro 11, Monsieur Vermeil. Bien, donc, il s'agit dans ce dossier numéro 11 de procéder à la modification des statuts du SMBVA, syndicat mixte pour le SCOT du bassin de vie d'Avignon. Tout simplement pour modifier donc la communauté de communes des Socques du Comtat, qui est devenue au 1er janvier communauté d'agglomération des Socques du Comtat. Voilà le sujet de cette nous, délibération. Pop. Enfin, nous, ça va être Pop, eux, c'est Casque. Je préfère Pop. On passe au vote? Ah oui, parce que Pop, c'est les papes en anglais, exactement. Merci, Claude. Vous avez vu, on a déjà commencé à bosser sur le marketing. Alors, 37 votes, 37 exprimés, 37 pour, le dossier est adopté à l'unanimité, je vous en remercie. Dossier numéro 12, Monsieur Xavier Marco.
Oui, Président, Mesdames, Messieurs. Donc, il s'agit d'un engagement donc, du syndicat mixte de Louvèze, Provençal, tout ce qu'on appelle communément le SMOP. Donc, un contrat de rivière est donc un programme. Vous savez que depuis 2015, un contrat de rivière a été mis en place sur ce bassin versant. Donc, actuellement, nous arrivons à ce qu'on appelle à la deuxième phase de ce contrat de rivière. La première phase a été jouée entre 2015 et 2018. 2019, il y a eu révision. 2020, on a commencé à retravailler sur la deuxième phase. Bon, il y a eu un peu le Covid entre-temps qui a retardé un peu le process de travail collégial sur l'ensemble du bassin de Louvèze. Et maintenant, ça redémarre pour une période de 2022 à 2024, donc pour les 3 années à venir. Donc cette deuxième phase, l'intercommunalité est concernée directement pour les actions qui sont définies et qui sont donc les suivantes. La réalisation donc, du schéma directeur d'assainissement des eaux usées de la commune de Jonquière et de Courthézon, l'amélioration du traitement des eaux usées de la commune de Jonquière et la gestion de la zone humide à fort intérêt patrimonial qu'est l'étang salé sur la commune de Courthézon. Donc il est donc demandé au Conseil communautaire de bien vouloir approuver l'inscription de ces actions définies au contrat de rivière de Louvèze, parce que derrière, c'est l'ouverture, c'est la clé nécessaire pour avoir les subventions, vous le savez bien. S'engager à porter les actions mentionnées durant la période de mise en œuvre de cette deuxième phase, 2022-2024. Autoriser le président, son représentant, à signer tout document contractuel et tout autre document relatif à cet engagement. Et officiellement, ce contrat de rivière, deuxième phase, sera signé, pour votre information, le mercredi 8 juillet, sur le pont romain de Vaison, en présence de tous les présidents d'intercommunalité et de monsieur et des préfets, des préfets des 2 départements, Drôme et Vaucluse. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, Madame Normani. Oui, donc bien sûr, nous sommes tout à fait favorables à ce type de contrat d'engagement pour effectivement protéger nos rivières. Je profite de ce dossier, Monsieur Marco, parce qu'on avait échangé plusieurs fois au sujet des digues. Et j'en profite, puisqu'il s'agit du même type de dossier. Il me semble que, d'après ce que Gilles Laroyenne, parce que moi je ne siégeais pas à l'époque, m'a transmis, qu'il y avait un rapport d'étude qui avait été communiqué à ce sujet en 2019 sur tout ce qui était rivière et dangerosité des digues. Donc je voulais savoir si ce rapport était accessible. Et d'autre part, je voulais savoir si on pouvait avoir un état des lieux, parce que vous nous l'aviez donné oralement, mais savoir un petit peu de façon chiffrée et concrète, de façon écrite, les avancées sur tout ce qui était des travaux d'intervention sur les digues de l'Aigle. Là, vous parlez de l'Aigle, très bien. Voilà, c'était l'occasion, parce que comme j'essaye d'avoir des informations, on ne répond pas, peut-être... Puis-je en profiter pour solliciter un rendez-vous avec les services pour pouvoir avoir des réponses à mes questions, parce que ça avait été plusieurs fois proposé. Personne n'est jamais revenu vers moi. Voilà. Je cherche des informations, tout simplement. Bon, on parle de la digue de l'Aigle, bien sûr, mais je veux dire, là, on était dans un sujet qui concerne le bassin versant de Louvèze. Oui. Est-ce que je réponds? D'accord. Donc, c'est vous qui menez le débat, Président. Donc en clair, pour revenir à l'Aigle, effectivement, de gros travaux sont en cours déjà actuellement de tout ce qui est débroussaillage pour faire un diagnostic complet de la digue de l'Aigle sur ces 7 km 400. Vous les avez remarqué depuis 2 ans. Successivement, on a fait ça tronçon par tronçon parce que c'est un coût, ça ne se fait pas comme ça, c'est un coût. Il faut qu'on l'amortisse dans les budgets. Donc, parce que c'est quand même la ville qui paye proportionnellement la plus grosse part. Pour nettoyer cette digue de manière à pouvoir faire un diagnostic approfondi qui va donc suivre tout à fait prochainement, parce que c'est en cours par obligation de l'État. Nous devons rendre, si on peut dire, notre copie d'ici l'année prochaine, puisqu'elle est en cours, pour donner exactement l'état de notre digue, après avoir fait des essais, on va dire, morphologiques et techniques de résistance de cette digue, à partir aussi d'une modélisation dont actuellement le marché est en cours, parce c'est bien beau de faire des calculs sur une digue, si on n'a pas une modélisation du cours d'eau, on ne peut pas faire grand-chose en réalité. Donc c'est des outils aujourd'hui qui sont quand même très, très performants,
Hein, c'est ce que vient de faire Louvèze récemment, et l'EG est en train de le faire également, parce que ce sont des obligations d'État. Hein. Voilà. Donc nous, ce qu'on fait actuellement, c'est du nettoyage, pour que les géomètres, les experts techniques puissent effectivement bien voir ce qu'il faut, soit renforcer ou réparer. On fait des petits travaux déjà, on en a commencé à notre niveau, puisqu'on est propriétaire d'un bon linéaire, je parle bien de la ville, sur les 7 km, on est propriétaire de 2 et quelques kilomètres, pas plus. Hein. Les 5 autres kilomètres appartiennent à des privés, donc en gros 60 propriétaires. Donc tout ça fait que on a des conventions avec eux, ça nous permet d'accéder à leur terrain, parce que c'est normal, c'est la propriété de tout à chacun. Donc actuellement, on fait ces travaux sous forme de SUP, donc hein, une servitude d'utilité publique autorisée par la préfecture pour pouvoir nettoyer et surtout diagnostiquer la réalité des ouvrages. Hein, comme sur ces 7 km 500, il y a 22 tronçons différents à travers les époques, on va dire plusieurs siècles. Hein, donc c'est évident. Moi ce matin j'y étais pendant 2 heures, voir un peu tous les chantiers en cours. C'est, comment dire, rassurant sur l'ouvrage, parce qu'on n'avait pas du tout, à des endroits où on ne le voyait plus, parce qu'il avait disparu sur la végétation dense, presque amazonienne. Donc tout ça c'est nettoyé, vous pouvez même y aller vous-même, hein, quand vous partez par exemple, là c'est le chantier en cours, entre la RN7 et le pont de l'autoroute, donc il y a 2 km précisément de linéaire, tout est nettoyé, on termine les derniers 300-400 mètres, ça sera fini mercredi ou jeudi. Vous verrez la digue, proprement dit, l'ouvrage tel qu'il se présente, hein, réellement. Bon, ça c'est sur l'aval, et sur l'amont, on a déjà fait plusieurs chantiers ces 3 dernières années, et on le voit distinctement. On y fait quelques petits travaux de maçonnerie actuellement dessus, pour maintenir l'ouvrage dans l'état, mais globalement, l'ouvrage, certes, il y a des faiblesses par endroits, on le sait, on sait où ils sont avec l'état, bien sûr, où il faudra redresser la situation réglementairement, mais on ne peut faire les choses que quand on a l'ordre. On ne peut pas faire n'importe quoi sur un cours d'eau sans autorisation, vous le savez très bien, de la DDT, hein, même actuellement, le moindre chantier, c'est soumis à autorisation, type loi sur l'eau. C'est toujours très compliqué. Voilà. Je me permets une précision parce que, merci hein, Xavier pour, comme d'habitude, votre expertise. Je me permets une précision tout de même parce que ce qu'avait sorti effectivement, on s'entend, votre prédécesseur, c'était effectivement des injonctions qu'on pourrait appeler contradictoires, et Dieu sait sur le sujet s'il y en a, c'est qu'ils nous mettaient en demeure de gérer des digues, mais dont nous n'avions pas la domanialité, comme l'expliquait M. Marco. C'est-à-dire qu'on se retrouve effectivement avec un linéaire de 7 km, dont nous sommes propriétaires que de 2, et on se bat même pour éviter, alors là je parle, ça reste entre nous, que ça ne sorte pas du département, on se bat même pour qu'il y ait des zones qui ne soient pas déclassées en digues. Parce que les injonctions contradictoires du gouvernement sur le sujet, elles sont quand même légion, et surtout sur la question de la gestion de l'eau et de la prévention des inondations. Donc on essaye, et je ne vous parle pas de... Alors, vous allez dire que je vais jeter encore l'opprobre, mais on a quelques propriétaires, avec la plupart des propriétaires ça se passe bien, mais on a des propriétaires aussi qui sont en position de créer des embâcles à l'avenir. Mais c'est leur domanialité. Et donc qu'est-ce qu'on fait ? On écrit, on dépose des plaintes au procureur, qui trouve d'ailleurs qu'on en dépose beaucoup. Et puis comme la fonction publique de la justice n'a plus de moyens, il y a des plaintes, M. Marco, que ce soit sur les digues ou que ce soit sur les violations d'ICPE. Ça fait combien de temps qu'on attend une suite? 4 ans, 5 ans? C'est la moyenne, oui. Voilà. La moyenne, entre 3 et 5 ans, oui. Voilà. Bon. Donc du coup, dès qu'on peut, dès qu'on a une opportunité, on préempte, ou on essaye d'acheter en gré à gré, parce qu'on a tous en mémoire 2003, 2002 et 92, mais ça ne se fait pas comme ça. Le droit de la propriété privée est consacré en France, grâce à Dieu, mais on n'a que 2 km sur 7. Voilà, et c'est un syndicat intercommunal avec lequel on travaille bien, le SMEA, dont Xavier est effectivement vice-président, qui fait un très gros boulot. Je remercie aussi publiquement son président et son directeur, M. Soucier, et je ne sais pas comment ils font pour ne pas s'arracher les cheveux, parce que en termes de législation gruyère, parce que c'est le terme, hein, de contradiction, d'injonction paradoxale, la gestion des cours d'eau en France, c'est une catastrophe. Bon, on a un exemple orangeois, je ne vais pas y revenir dessus, mais voilà dans quelles conditions doit travailler Xavier et le syndicat sur le sujet. On passe au vote? Oui, monsieur Vaton. Oui, vous posez là le problème en fait, les rivières, si elles étaient laissées tranquilles, ne poseraient pas trop de problèmes. Vous posez là le problème des carriers qui ne respectent pas leur engagement. Il a raison. Et c'était le cas d'ailleurs
du problème d'affouillement des digues, puisqu'à l'époque, moi je m'en étais occupé, et le carrier avait creusé 1 mètre de plus de profond, ce qui représentait à peu près, je ne sais plus combien de mètres cubes de gravier pris sans autorisation, ce qui a fait affouiller les digues et qui aujourd'hui nous pose ce problème. Oui. Et le gros ennui, c'est que eux, les carriers, encaissent l'argent, bien sûr, pour faire ça, et après, c'est nous qui payons les travaux. Alors, et je trouve ça, je finis, et je trouve ça vraiment déplorable. Je me souviens même à l'époque, j'avais dit que le pont de Sérignan allait s'écrouler parce que les carriers avaient trop creusé, et les carriers ne respectent jamais leur engagement, et donc le problème est là, et à nous, ça nous coûte des sous. Donc il faudrait des contrôles beaucoup plus importants auprès de tous ces carriers qui bien sûr, ne respectent rien. Alors, il y a plusieurs éléments dans ce que vous dites. La première, c'est que je suis un peu triste de vous entendre attaquer les carrières quand en commission urbanisme, vous me dites que vous êtes pour. Mais bon, je peux comprendre. Ce qui ne rejette pas le fond de... Non, mais vous n'étiez pas là, Madame Normani, on était en commission, il me l'a dit les yeux dans les yeux, et j'ai même dit au dernier conseil municipal qu'on était d'accord. Sur la question de legs, très pratiquement, c'est peut-être un peu même le problème inverse. C'est qu'il y a des zones où on pourrait faire un filon qui pourrait justement permettre de baisser un certain nombre d'embâcles, etc. Mais sauf que la loi sur l'eau interdit aux carriers d'aller récupérer une partie des cailloux qui sont là. Et on a notamment le problème, je parle sous votre contrôle, hein, mon colonel, vers la passerelle de mémoire. Donc là où je préférerais qu'un gisement, qu'on utilise ce gisement-là, parce qu'il est mal foutu et puis en plus il va nous créer des inondations, même si je ne nie pas ce que vous dites un peu plus en avant. Mais voilà, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? C'est interdit, c'est interdit. Bon, on passe au vote, chers collègues. Oui, allez-y. Je voudrais dire que je ne suis pas du tout contre les carriers et je pense qu'il faut prendre du gravier dans les rivières. Je suis bien d'accord avec vous. Le problème, c'est qu'on met en place certaines réglementations qui ne sont jamais respectées. Et d'autant plus, les carriers, en plus, s'achètent les bords des rivières au lieu de les laisser aux communes. Et ils ne les achètent pas pour rien, ce qui nous permet après de ne plus pouvoir intervenir, nous, sur ces zones. Ah oui, oui, oui. Oui, monsieur Avril souhaite intervenir. C'est bien d'être pour les carrières. Moi, je n'y suis pas favorable. Et je vais vous dire, on en parlait l'autre jour au SCOT d'Avignon, ça me permet d'aborder un débat. Le métier de carrier est un beau métier en soi. Encore une fois, il s'agit de l'adapter à l'environnement dans lequel nous sommes. L'autre jour au SCOT, on a appris, il n'y a pas encore très longtemps, que le schéma régional des carrières qui devenait régionalisé risque, ça c'est toute la question, d'avoir une force juridique très contraignante, peut-être en l'intégrant au SRADET. Et ça, M. Baton, moi je vais vous dire, c'est là où j'en veux beaucoup au gouvernement actuel, à ces choses-là, ce sont des lois qui sont prises. Ce sont des lois qui ont créé une nouvelle hiérarchie des normes juridiques urbanistiques, avec un SRADET sur lequel, vous tous, ici, on a été à peine consultés, avec des règles juridiques très contraignantes, et peut-être que ça va ouvrir des gisements de carrière, on l'a vu, avec les gisements qui vont s'ouvrir dans le Gard, à Rochefort, tout autour, d'accord ? Saint-Géniès-de-Comola, juste en face, Sauveterre, et peut-être encore, parce que nos PLU risquent de devenir incompatibles à un moment donné avec ce SRADET qui viendra par, encore une fois, une créativité incroyable pour nous ajouter des normes là-dessus. Et je ne comprends pas qu'on ait créé ça. Je ne comprends pas. Et voilà, c'est le double discours. Moi, ça me choque énormément. Hein, je vais vous dire un exemple, il est question aussi, j'avais parlé avec le maire de Sorgues il n'y a pas longtemps, de nous créer une carrière de gravière en bas de Châteauneuf à cet endroit-là, des zones industrielles qui se développent en bordure des zones d'habitation ou des zones touristiques. Vous savez que j'ai eu l'occasion de le dire ici, je sais qu'on y est tous sensibles. On est un territoire d'intercommunalité, le nôtre, qui vit du tourisme, de la qualité, du plaisir, du bien-être de se retrouver dans des lieux où on mange, où on boit, où on vit de culture. Et ce que je constate, c'est que petit à petit, on grignote tout ça. On grignote tout ça. Et je vais même vous parler encore mieux de quelque chose, je l'ai dit à Yann il n'y a pas longtemps, mais sur lequel il va falloir être vigilant, c'est qu'au nom du bien-être et de la transition écologique, à Avignon, on est en train de créer, de gérer une ville pour une ou deux catégories sociales, hein, on va complètement délimiter Avignon et renvoyer les nuisances de toutes les voitures sur les intercos environnantes.
Donc c'est si bien que Villeneuve commence à s'en plaindre. Et je vous signale que quand il y aura les travaux sur le pont d'Aladier, on va récupérer par le pont de Rocquemort toutes les nuisances des Gardois qui passeront par ici, parce qu'ils ne voudront pas attendre les bouchons qui vont s'effilocher, s'additionner aux abords à un moment donné du pont là-bas, vous savez, de Villeneuve. Voilà. Donc au nom de la transition écologique et du bien-être, voilà à quoi on arrive. Alors le bon côté, c'est que dans les années à venir, moi on me dit qu'Avignon va devenir le grand delta différentiel pour tous les touristes. Mais la réalité, c'est que tous les fournisseurs de restaurants en ont assez, ne veulent plus se rendre à Avignon. Les restaurants vont partir, tant mieux pour nous. On va récupérer sur des intercommunalités comme la nôtre. Ce que l'on demande, c'est d'être le lieu du bien-être. Donc des gens vont venir chez nous parce qu'ils pourront se garer. Oui, la voiture a une utilité à un moment donné, et elle l'aura toujours. Je suis désolé, nous sommes dans le périurbain. Oui à la baisse de la pollution, oui à des biocarburants, mais enfin, réfléchissons un petit peu globalement à tout ça. Et dans le cadre du schéma régional des carrières, et dans le cadre de cette transition écologique excessive qui vise à figer à un moment donné une interco sans prendre en considération tous ceux qui habitent autour, avec une classe sociale, comme si on n'était que des gens qui se baladaient avec des vélos toute la journée pour aller sur leur travail, je trouve ça scandaleux. Voilà ce que je tenais à dire. Moi, je dis Claude Avril, président de la République. Sinon, on s'en sortira jamais. Alors, je suis d'accord. Oui, moi je suis d'accord pour qu'il y ait un SRADET et qu'on le respecte. Maintenant, après, quand on l'élabore, le SRADET, il y a des phases de consultation. Il y a des élus ici qui sont proches du président de région. Vous avez la possibilité d'intervenir. Parce qu'il y a à la fois l'élaboration du SRADET, et puis il y a également aussi des lobbies. Et les carriers, pour moi, c'est des lobbies. Alors, et donc, en même temps, je vous informe quand même que vous avez une conseillère régionale qui habite Orange. Maintenant, vous pouvez la solliciter pour le SRADET. Moi, je vais vous... Tu veux... Vas-y, je t'en prie. Excusez-moi, Madame Alaoui, on a les PLU, le SCOT, le rapport de compatibilité, et en dessus du SCOT, maintenant, il y a le SRADET. Non, mais vous vous rendez compte que même en Union soviétique, à la pire époque, on ne pensait pas à rédiger autant de documents. Non, mais c'est propre à la France, ça. Je veux dire, on croit rêver. On va encore se faire dicter notre conduite là-bas. Sinon, vous savez quoi? L'État va nous payer les PLU. On met, nous, des petites communes, on met 60, 70 000 ou 100 000 euros là-dessus. Pourquoi? Pour se voir opposer des normes supérieures. Mais alors, à ce moment-là, il faut le dire. Le SCOT, on est obligé de l'arrêter et de reprendre à zéro en SCOT. Parce que vous comprenez, il doit prendre en considération les nouvelles règles législatives en cours. Et c'est ça. Mais il faut arrêter. Voilà, donc non, le SRADET, c'est n'importe quoi. C'est une règle supérieure qui vise à un moment donné à permettre aux régions, quelque part, de supplanter les communes et les petits territoires comme nous sommes. Et moi, je trouve ça anormal. Voilà. Excusez-moi, je suis assez d'accord avec Claude. Le problème, c'est ça, c'est un peu comme moi qui ai vécu un petit peu à Marseille. Le problème, c'est que en fait, il n'y a plus de vision de l'État, il n'y a plus de puissance publique, il n'y a plus de vision de la nation, puisqu'on veut tuer la nation. Mais quand on voit une ville comme Marseille, où on se retrouve avec des bâtiments de partout, avec des routes qui datent de l'époque de Marcel Pagnol, on a un peu le même problème avec les carrières. Moi, c'est vrai que Claude m'a beaucoup sensibilisé sur le sujet. Moi, je ne suis pas opposé aux carrières, mais je pense qu'il faut qu'il y ait les infrastructures qui vont avec. Et quand c'est vrai qu'on ne peut pas mutualiser les anneaux pour le fluvial, que la puissance publique s'est complètement délitée et que du coup il n'y a plus d'utilisation du ferroutage, nous encore on a une bonne voirie parce qu'on y met le paquet. Et dans le département de Vaucluse on ne peut pas trop se plaindre, mais dès qu'on sort du Vaucluse, quelle catastrophe. Et on voit le patrimoine de l'État qui se démembre, mais qui s'est démembré, ça a commencé bien avant même Mitterrand. Bon, voilà, on rentre vraiment dans des questions de politique générale. Mais voilà, entre les yakas, les faucons et ce qu'on peut faire véritablement, c'est pas un univers qui a, c'est plusieurs milliards d'années-lumière. On passe au vote, chers collègues. Merci Claude Avril pour cette brillant exposé. Oui. Ça, c'est un vrai révolutionnaire. Hein, ça appelle pas à voter pour Macron au deuxième tour des présidentielles. Hein. Non, il est frappé par le secret professionnel. Madame Réor, on vous attend pour le vote. Ça n'a pas fonctionné, pardon, excusez-moi.
37 votes, 37 exprimés, 37 pour. Le dossier est adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Dossier suivant. Alors du 13. coup, on passe au 13. Merci, Oui, mon voilà. colonel. Donc dossier 13, c'est la fixation des tarifs pour 2022 de la part communautaire de la redevance d'assainissement collectif de la commune de Cadrousse. Donc il y a un certain nombre de considérants. Je vais aller directement au sujet qui concerne cette décision, bien sûr, en collaboration avec les communes concernées. Il y a eu un travail en amont, bien entendu. Considérant les travaux de reprise de la station d'épuration de Cadrousse, dont le marché a été attribué, comme vous le savez, encore récemment, pour un montant d'1 749 000 €, considérant les subventions pour le financement de la station d'épuration accordées par l'Agence de l'eau et ceux du département de Vaucluse, ensuite, donc, afin de financer la part restante de ce projet de reprise de la station d'épuration de Cadrousse, il est nécessaire d'augmenter donc la part de la collectivité, ce qu'on appelle la part variable, dans le prix de l'assainissement collectif, pour budgéter bien sûr, comme est présenté dans le tableau que vous avez sous les yeux normalement. Vous avez un tableau qui vous explique exactement le montant qui sera prélevé en centimes, si on peut dire, par mètre cube et par tranche. Vous savez comment ça se passe, c'est des répartitions qui sont faites entre 0,75 mètres cubes, 76 250 mètres cubes et au-delà de 250. Et donc la répartition actuelle et la répartition future qui va donc prendre après délibération normalement et donc demander au conseil communautaire de bien vouloir approuver les tarifs de la part communautaire de la redevance d'assainissement collectif appliqués conformément au tableau ci-dessus, sur l'antenne de Cadrousse, décider que l'ensemble de ces tarifs s'appliquera pour la seconde tranche de la facturation d'exercice 2022, enfin en gros le deuxième semestre, et autoriser le président à signer tout document relatif à ce dossier. Est-ce qu'il y a des questions? Non? On passe au vote? Alors, 37 votes, 29 exprimés, 29 pour, le dossier est adopté, 8 abstentions, pardon, le dossier est adopté à l'unanimité, je vous en remercie. Dossier suivant. Dossier suivant, c'est dans le même esprit. Fixation des tarifs 2022 de la part communautaire de la redevance d'assainissement collectif de Jonquière. Donc là, je vais au sujet direct. Considérant donc les travaux de la reprise de la station d'épuration de Jonquière, dont le marché a été attribué pour un montant de 2 347 169, considérant donc les subventions pour le financement de cette station d'épuration accordées uniquement par l'Agence de l'eau, le département n'y participe pas, afin de financer la part restante donc, du projet de reprise de la station d'épuration, il est donc nécessaire d'augmenter la part de la collectivité, donc part variable, dans le prix de l'assainissement collectif, comme présenté dans le tableau que vous avez sous les yeux. Donc il est demandé au conseil communautaire de bien vouloir approuver ces tarifs, de décider que l'ensemble de ces tarifs sera applicable à la seconde tranche de la facturation de l'exercice 2022 et autoriser le président à signer tous ces documents relatifs à ce dossier. Est-ce qu'il y a des questions? Non? On passe au vote? Pardon, 37 votes, 29 exprimés, 29 pour, 8 abstentions. Le dossier est adopté, je vous en remercie. Et dossier numéro 15. C'est le dernier, oui. Ouais. Donc, il s'agit donc de la fixation des tarifs 2022 pour la part communautaire de la redevance de l'eau potable de la commune de Cadrousse. Donc, considérant que les tarifs de la redevance de l'eau potable doivent évoluer conformément au mode de gestion de l'eau sur la commune de Cadrousse et aux contraintes imposées au service de l'eau par la réglementation, afin de se conformer à l'évolution des besoins d'entretien du réseau d'eau potable du budget annexe donc de l'antenne de Cadrousse, existant donc depuis son transfert au 1er janvier 2019 à la CCPRO, il est donc nécessaire d'augmenter la part de la collectivité, par fixe plus par variable, dans le prix de l'eau potable, comme présenté dans le tableau que vous avez également sous les yeux. Voilà. Vous avez le détail, pareil, par tranche. Donc il est demandé d'approuver le tarif de la part communautaire de la redevance de l'eau potable, appliqué conformément au tableau ci-dessus,
sur l'antenne de Cadrousse, décider que l'ensemble des tarifs sera applicable dans la seconde tranche de facturation de l'exercice 2022, autoriser le président à signer tout document relatif à ce dossier. Est-ce qu'il y a des questions? On passe au vote. Alors, 37 votes, 29 exprimés, 29 pour, 8 abstentions. Le dossier est adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Et la séance est levée. Je vous souhaite de bonnes vacances à tous.